Alors, une fois encore, c'est le professeur Sanoussi Ba qui revient avec l'équipe de Adminan TV. Donc, nous saluons tous les abonnés et ceux qui nous suivent avec beaucoup de fierté. Alors, après le cours sur la liberté, aujourd'hui, nous allons encore permettre aux élèves d'avoir plus de compréhension et d'éclaircissement sur un cours qui pose quand même quelques problèmes, la conscience et l'inconscient. Ce cours nous plonge au cœur de l'homme. Et on a l'impression qu'il s'agit de répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qui détermine l'homme? Rappelons que depuis le connais-toi toi-même de Socrate, les hommes, les philosophes, ont concentré une grande partie, pour ne pas dire l'essentiel de leur philosophie, à la question anthropologique. Aristote dira que l'homme est un animal politique, Arthur Schopenhauer dira que l'homme est un animal métaphysique, Descartes dira que l'homme est un animal rationnel, Bergson dira que l'homme est un animal qui rit, Marx dira que l'homme est un animal qui travaille. L'homme, etc. Alors ici, il s'agit de voir entre la conscience et l'inconscient, qu'est-ce qui détermine l'être humain. D'abord, qu'est-ce que c'est que la conscience? Vous l'avez tous vu en classe, ça vient du mot latin cum scientia, qui veut dire accompagné ou avec connaissance. La conscience est une faculté qui me permet non seulement de savoir, de s'adapter, mais de savoir que je sais et de savoir que je m'adapte. Grâce à la conscience, je sais que je sais. Je sais que je pense. Je sais que je suis en train d'agir et mieux, je peux connaître les tenants et les aboutissants de mon savoir, de mon action et de mon comportement. Mais il est évident que la conscience n'aura pas la même ampleur et la même nature chez les philosophes. Nous allons partager avec vous une petite réflexion et suivez bien. On a comme l'impression que, en tout cas, d'une certaine manière, la conscience est en train de suivre ce que j'appelle une flèche décroissante. Des philosophes du sujet aux philosophes du soupçon, en passant par ce qu'on appelle les petits cartésiens, la conscience perd de la valeur, la conscience perd du terrain, la conscience perd une place au fil du temps dans l'histoire des idées. Les philosophes du sujet. Pour les philosophes du sujet, la conscience représente, si vous voulez, 9 sur 10 de notre vie psychique. L'homme est fondamentalement un être conscient. Et ceux qui ont surtout soutenu cette thèse que l'homme est un être conscient, fondamentalement, il y a Descartes avec son fameux cogito, je pense donc je suis. Descartes n'a pas dit je suis riche donc je suis. Il n'a pas dit je suis beau, je suis. Il n'a pas dit je suis noir ou je suis blanc. Il a dit je pense donc je suis. Ça veut dire que ce qui détermine l'individu, ce ne sont pas les accidents extérieurs comme la beauté et la richesse, c'est moins encore son corps, ce qui détermine l'individu, c'est la pensée, c'est la raison. C'est la raison qui fait que tel individu peut être supérieur à tel individu par le bon usage de la raison, mais c'est la raison aussi qui fait que tous les hommes sont supérieurs à toutes les bêtes, en tout cas à tous les êtres créés qui ne sont pas des hommes. La conscience, dans l'école du sujet, peut être comparée à un grand soleil qui illumine toute notre vie psychique. Nos goûts, nos choix, nos peurs, nos passions, nos pulsions, tout cela, nous pouvons comprendre ça d'une certaine manière par la conscience. La seule chose qui semble échapper à la conscience, en tout cas pour les philosophes du sujet, c'est ce que j'appelle l'inconscient somatique. L'inconscient lié au corps. Effectivement, il y a des choses qui se passent dans notre corps de façon quotidienne et qui ne sont pas enregistrées dans le champ de la conscience.
Par exemple, quand quelqu'un grandit, il ne sent pas la peau. Quand vous vous rasez et que vos cheveux commencent à pousser, ça ne montre pas à la conscience. Vous coupez les doigts, ça, les ongles, je veux dire, ça pousse, ça n'entre pas dans le champ de la conscience. Mais à part cela, la conscience me permet de comprendre non seulement ma propre existence, me met en rapport avec l'autre pour le comprendre, mais me met en rapport avec tout le monde extérieur matériel et me permet de comprendre ça. Jean-Paul Sartre, qui est aussi un philosophe du sujet, dira exactement la même chose. Le rôle de la conscience, c'est de connaître, et évidemment, elle connaît. Quelqu'un comme Alain nous montre la prédominance de la conscience à travers une belle formule. Il dit ceci, le philosophe français Alain. Dans le sommeil, je suis tout, mais je ne suis rien. Je suis tout, ça veut dire, chers élèves, que quand je dors, je reste avec l'entièreté de mes membres. Mes oreilles sont là, mes yeux sont là, mes doigts sont là, etc., etc. Mais je ne suis rien parce que ma conscience de ce point de vue est en veilleuse. Ma conscience est au repos. Et de ce point de vue, j'ignore beaucoup de choses qui se passent autour de moi. Je ne peux pas les voir, je ne peux pas les entendre, je ne peux pas les sentir parce que je suis en train de dormir. Donc dormir signifie à un certain moment une mise en époque, une mise en parenthèse de la conscience psychologique. Et même de la conscience morale. Parce que quelqu'un qui dort, les notions de bien et de mal ne sont pas du tout incluses. C'est pourquoi la grande sagesse Wolof interdit en tout cas de dormir en public. Vous ne l'avez parce qu'il n'y a plus le contrôle de la conscience. Donc, chez les philosophes du sujet, l'homme est un sujet parce qu'il a une pleine conscience. Il connaît ses droits, il connaît ses devoirs, il connaît ses responsabilités. Il a la possibilité de faire une distinction entre les sens interdits et les sens obligatoires, entre les prescriptions et les proscriptions, ou bien pour parler comme maître Mamou Sediaye, entre ce qui relève de l'interdit et ce qui relève du permis ou du facultatif. Là, tout est clair, l'homme est presque un dieu, il voit clair, il est maître de lui-même. Mais au cours des siècles, ici donc, je vous dis, le verbe que je veux utiliser, c'est que les philosophes du sujet ont galvanisé la confiance. Les philosophes du sujet ont élevé la conscience. Les philosophes du sujet ont chanté et vanté la conscience. Chacun d'entre vous, chers élèves, pour trouver les verbes qu'il faut. Mais plus souvent, la conscience perd sa valeur avec les petits cartésiens. Les petits cartésiens, il y en a d'abord quelqu'un qu'on peut appeler Leibniz. Ce sont des disciples de Descartes d'une certaine manière. Mais vous savez, en philosophie, comme disait l'autre, quand quelqu'un reste éternellement le disciple de son maître, il rend mauvais service à son maître. Parce que la philosophie aussi, rappelez-vous, est un grand parricide. Le véritable philosophe, comme Aristote et bien d'autres, c'est celui qui un jour doit assassiner son maître, je veux dire, doit contredire son maître, doit revoir, relativiser l'enseignement de son maître. Ce qui fait la différence entre philosophie et religion philosophique. Leibniz va dire ceci. Même si la conscience est fondamentale, il y a quand même, acceptons, il y a quelque chose de sombre dans notre esprit. Il y a quelque chose dans notre esprit qui nous oriente de tel côté ou de tel côté et qui ne dépend pas du tout de la clarté de la conscience. Leibniz, j'aurais dit, est en train de mettre une sorte de bémol. Il est en train de mettre un peu d'eau dans le bissap de Descartes qui était vraiment un bissap de la conscience trop concentré. Un autre philosophe cartésien, il y a Malebranche. Malebranche va s'inscrire dans la même perspective qui consiste non pas à réfuter l'importance de la conscience, mais à la limiter, à la restreindre. Évidemment, Malebranche va montrer en disant ceci,
Ce qu'on voit en l'homme n'est pas l'homme. Malebranche montre effectivement que parfois, la conscience pourrait être comme une sorte d'oiseau qui vole et il lui arrive de sauter des branches. Ça veut dire que tout n'est pas fondamentalement conscient à 100% chez lui. Et l'autre petit cartésien que nous connaissons aussi, il s'appelle Spinoza. Spinoza est très proche des philosophes du soupçon. Parce que Spinoza dit, si l'homme est capable de connaître ses actes, la connaissance de nos actes devient compliquée parce qu'elle est accompagnée de l'ignorance des causes. L'homme peut se rendre compte de ce qu'il fait 24 heures sur 24 heures parce que ces choses sont enregistrées comme une sorte de mémo vocale sur le champ de la conscience. Mais quand vous demandez souvent à un homme pourquoi vous avez fait telle chose, pourquoi vous avez choisi telle chose, la réponse peut devenir problématique parce que cette réponse est en dehors du champ de la conscience. Spinoza conclut en disant seul Dieu est libre. Parce que Dieu, il connaît les causes, les moindres causes de ses moindres actes. Alors que l'homme, lui, il y a des choses qui lui échappent fondamentalement. Donc les petits cartésiens, ils vont limiter la place centrale que Descartes et les philosophes du sujet avaient donnée à la conscience. Mais tout d'un coup, la conscience qui a été galvanisée, la conscience qui a été limitée sera détrônée. La conscience sera détrônée. Jusque-là, elle régnait en maîtresse. Mais à partir des philosophes du soupçon, la conscience va totalement perdre son importance. Elle ne devient plus la faculté centrale, elle sera remplacée, selon les philosophes du soupçon, par des déterminations qui sont différentes. Parmi ces philosophes du soupçon, prenons Marx d'abord. Marx montre, contrairement à Descartes, que la conscience n'est pas une réalité isolée, qui est toute faite, qui est là. Non. Marx montre que ce qui détermine l'homme, c'est la société. Et la société, elle est supérieure à la conscience. La société, je veux dire, le milieu économique dans lequel nous vivons. Je dis à mes élèves que si on transfère la philosophie de Marx dans le champ des Wolof, Marx aurait dit, mais vous n'êtes que le modèle de ça de ça. L'équette, def sévère, des scènes de traite, c'est impossible. Soit on appartient à un milieu social riche, pauvre, trop riche, trop pauvre, on n'a pas la même conscience de la vie, on n'a pas la même conscience des choses, on n'a même pas les mêmes rêves. Et souvent je blague en disant à mes élèves que vous, si vous rêvez de prendre un avion, c'est parce que c'est contradictoire, parce que l'avion ne fait pas partie de votre milieu matériel. Mais si vous rêvez de prendre un clando ou un car rapide, là c'est normal, parce que vous n'êtes pas le sang. Le proverbe dit, l'homme est le produit de son milieu. Personne ne peut échapper à son milieu du point de vue marxiste. Ensuite, visitons la conscience avec le philosophe Nietzsche, un autre philosophe du soupçon. Nietzsche est très clair. Dans son livre appelé La Gaia Scientia, le gai savoir, il écrit ceci. La conscience est la partie la plus tardive, notez le mot, la plus tardive et la plus superficielle de tout notre développement organique. Deux choses sont arrivées à la conscience. Non seulement la conscience est tardive, parce que nous naissons pendant longtemps, nous vivons sans avoir une conscience. Mais la conscience, elle est superficielle, parce que si elle contient des réponses aux questions que nous nous posons, ces réponses sont des réponses qui sont tout simplement superficielles. Je demande souvent aux élèves, tellement il fallait les coups, et pourtant on vivait, mais peut-être qu'on n'avait pas de conscience pour enregistrer. Or, le corps, lui, il a toujours été là. Donc, chez Nietzsche, ce qui détermine l'être humain, c'est le corps. Chez Nietzsche, ce qui détermine l'être humain, c'est ce qu'il appelle son jardin secret.
Et qu'est-ce que c'est que le jardin secret? Dans le langage ordinaire, quand on dit c'est mon jardin secret, ça veut dire que c'est des secrets que je garde pour moi. Moi, je les connais, mais ceux qui ne sont pas moi ne connaissent pas mes secrets. Dans le langage ordinaire, le jardin secret serait exactement comme ce portable, c'est mon jardin secret. Je connais les contacts, je connais les messages, je connais la somme qu'il y a dans mon Orange Money, etc. Mais nul d'entre vous ne peut le connaître. Ça, c'est le langage ordinaire. Mais chez Nietzsche, le jardin secret signifie un ensemble de données obscures que moi-même, en tant que concerné, j'ignore. Aussi bien ceux qui ne sont pas moi ignorent le jardin secret, mais moi-même qui semble être le propriétaire du jardin secret, j'ignore ce qu'il y a dans le jardin secret. C'est pourquoi dans la bouche de Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche mettra cette phrase: chacun est à soi le plus loin. Connect, il y a de solutions. Et c'est justement au nom de cela que Nietzsche va critiquer la célèbre formule socratique: connais-toi toi-même. Et Nietzsche dit: Socrate, en nous demandant de nous connaître, nous demande d'être des dieux. Parce que l'homme est un labyrinthe, il est impossible de le connaître. Ni la science, ni rien ne peut nous permettre de nous connaître nous-mêmes parce que nous sommes totalement complexes. Et Nietzsche va chanter le corps dans le Zarathustra en disant: écoutez la voix du corps, elle est plus pure, elle est plus propre. Probe, je n'ai pas dit propre, j'ai dit probe. Ce qui est probe, c'est ce qui est honnête. Et c'est une des rares fois, pour ne pas dire la première fois, que le mot pureté et le mot corps se rencontrent. Platon avait dit que le corps est le tombeau de l'âme. Socrate enseignait déjà avant Platon que ne suivez pas le corps, mais travaillez avec ardeur pour le perfectionnement de votre âme. Nietzsche viendra pour dire: écoutez la voix du corps. Le corps, c'est la grande raison, le corps, c'est la sagesse. Donc, qu'est-ce qui détermine l'homme? Ce n'est pas du tout sa conscience, mais c'est son corps. Et finalement, avec Sigmund Freud. Avec Freud, on va assister à une systématisation, à un approfondissement de l'inconscient. Déjà, on le voyait chez Spinoza. Déjà, c'était très clair chez Nietzsche au 19e siècle. Mais Freud aura le mérite d'en faire une science singulière. Et Freud, tout le monde connaît sa phrase, il dit: le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Ça veut dire que le moi, ou la conscience, ou la raison, règne comme la reine d'Angleterre, mais elle ne gouverne pas. C'est-à-dire que ce n'est pas la conscience qui fait les lois, qui explique l'orientation, la signification. Non, c'est l'inconscient psychique. Mais qu'est-ce que c'est l'inconscient psychique? Alors, en parlant d'inconscient psychique, je voudrais proposer aux élèves un schéma, parce que c'est une notion assez compliquée et assez étrangère, surtout à des élèves qui n'ont en tout cas aucun sentiment par rapport à ces choses-là. C'est d'abord quoi? L'inconscient psychique. Première chose, avec Freud, l'inconscient psychique devient une faculté. Pour la première fois. Une faculté comme la mémoire, une faculté comme la raison, une faculté comme l'intuition, une faculté comme le langage. L'inconscient est d'abord une faculté. Mais comme tout déroule, inconscient, il y a l'idée d'obscurité, il y a l'idée d'ignorance, il y a l'idée de complexité. Ça devient une faculté obscure. Parce que souvent, nous ne nous rendons même pas compte des travaux, des déterminations, des mouvements, des agissements de notre inconscient psychique. Par exemple, c'est notre inconscient psychique qui explique la cause de nos choix. Quand vous demandez à quelqu'un quelle est ta couleur préférée, il peut dire que ma couleur préférée c'est le bleu, c'est le rouge, etc. Ces réponses, selon Freud, est du point de vue de la conscience. Mais quand vous dites pourquoi vous préférez le bleu, la réponse devient difficile, voire impossible, parce que cette réponse-là, elle est dans notre inconscient. Et notre inconscient, elle se fabriquait déjà quand on était enfant, très enfant.
C'est pourquoi les psychologues et les psychiatres disent l'enfant est le père de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est le père de l'enfant, c'est l'enfant qui est le père de l'homme. Parce que ce que je suis aujourd'hui, avec mes qualités, mes défauts, mes limites, mes forces et mes faiblesses, la grande majorité de ma personnalité a été façonnée déjà quand j'étais enfant. Donc, l'inconscient est une faculté absolue. Troisièmement, l'inconscient est une faculté qui décide. Quatrièmement, qui décide de l'essentiel. Pourquoi nous insistons sur l'essentiel? Parce que aussi, on ne peut pas réduire à zéro l'existence et le pouvoir de la conscience. C'est vrai que la conscience a un pouvoir qui est devenu insignifiant, un pouvoir qui est devenu à la limite insignifiant, qui ne donne aucun résultat, mais quand même la conscience existe, ne serait-ce qu'un instrument qui permet au corps, à l'inconscient, de pouvoir satisfaire ses désirs. C'est pourquoi nous disons que si l'inconscient décide, l'inconscient décide de ce qui est essentiel. Les causes, les orientations et les motivations de nos actes, de nos peurs, de nos désirs, de nos rêves, de nos choix, de nos passions. Tout se passe dans notre inconscient psychique. Dans notre ça, en tant qu'animalité inconsciente, dans notre surmoi, en tant que société, incarnation de la société, où il y a les lois, mais toujours inconscients. Parce que nous avons ingurgité tout cela quand nous étions enfants, ou en tout cas de façon insensible. Et cinquièmement, chers élèves, et c'est là où c'est intéressant, l'inconscient décide à notre insu. Je n'ai pas dit à notre absence, parce que quelqu'un peut décider à mon absence sans décider à mon insu. L'inconscient psychique décide à notre insu, c'est-à-dire que quand nous faisons quelque chose, nous le faisons sans le savoir. C'est le cas de l'amour, c'est le cas du coup de foudre. Il y a quelques années, dans le langage de la rue, on avait l'habitude de dire « il est damné ». Man li mon may damné. Quand quelqu'un dit « qui mon may damné » ou « le li mon may damné », c'est-à-dire que l'action, nous ne la faisons pas, nous la subissons. Mon may damné. Donc, nous sommes devant une puissance qui nous gouverne. De ce point de vue, Freud dira que l'inconscient est un autre moi, quelque chose qui est en moi, mais que je ne sens pas et qui décide, qui choisit à ma place. De ce point de vue, regardez bien. Au début, pour faire un peu de métaphore, avec les philosophes du sujet, la conscience pouvait être considérée comme un pays développé. Un pays super développé qui a tous les moyens de son existence. Avec les philosophes du souffle, les petits cartésiens, la conscience devient un simple pays émergent, il lui manque certaines choses. Avec les philosophes du sujet, la conscience devient tout simplement, les philosophes du soupçon, la conscience devient un pays totalement pauvre, un pays qui n'est pas du tout indépendant, parce que dominé soit par la société, soit par le corps, le jardin secret, les passions, soit par notre inconscient psychique. Et peut-être que pour faire un petit complément avant de terminer, parmi les philosophes du sujet, dans une grande mesure, on peut aussi placer Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau donne à la conscience une valeur presque divine. Conscience, instinct divin, dit-il. Immortel et céleste voix, juge infaillible du bien et du mal. Et même dans une certaine perspective, Socrate lui-même pouvait être d'une certaine manière un philosophe du sujet, parce que Socrate pensait que la connaissance de soi était possible. C'est pourquoi Nietzsche dira que cette connaissance de soi, demander à l'homme de se connaître soi-même, c'est lui demander d'être tout simplement un Dieu. Alors, on pourrait aussi peut-être entrer dans l'éthique de conscience, mais comme c'est un choix de faire de petites vidéos pour que vous puissiez les comprendre, on vous donne rendez-vous une autre fois. Et nous vous demandons surtout de suivre aussi Admina TV, mais la nouvelle chaîne de philosophie et de citoyenneté qui s'appelle Sanusi TV. Merci et bonne digestion, parce que ça se bouffe la philosophie.
Et c'est applaudissant. Merci à tout le monde.